Eh bien, bonjour à tous. Et merci de votre présence. Je tiens tout particulièrement à remercier la MSH Ange Guépin et puis Amélie pour son accompagnement, ainsi que le laboratoire, le LS2N, qui me permettent aujourd'hui d'organiser cette journée, l'analyse des savoirs dans les environnements numériques. Un grand merci également aux intervenantes, je pratique l'orthographe inclusive, pour leur présence et pour leur confiance, même s'il manque malheureusement une partie d'eux. Alors Nadia Mrabet qui est malade et qui devait intervenir sur l'introduction des robots dans les programmes pédagogiques du Panama, et puis Julien qui nous rejoindra, Julien Pierre qui nous rejoindra un peu plus tard et qui travaille sur le web affectif, le web des émotions. J'ai pas prévu d'intervenir trop longtemps pour laisser surtout la parole à nos intervenantes. Je reviendrai seulement sur les raisons de la journée et le vocabulaire choisi, savoir, environnement numérique. Tout d'abord alors l'idée de cette journée, je l'ai eue après avoir lu un numéro de la revue Études de communication, qui est une revue assez importante en sciences de l'information et de la communication. Le numéro portait sur les relations entre les SIC, donc les sciences de l'information et de la communication, et l'anthropologie des savoirs. Les auteurs du numéro invitaient les chercheurs, les chercheuses de cette discipline, donc la nôtre, parce que je me situe, je suis chercheur en infocom, donc nous invitaient à s'emparer de la question des savoirs en prêtant une attention à la manière dont ils se matérialisent, dont ils circulent, dont ils se transforment dans le temps et dans l'espace. Dans cette perspective, les savoirs sont définis par Christian Jacob, l'anthropologue des savoirs, comme, je cite, et j'en donnerai donc une définition, l'ensemble des procédures mentales, discursives, techniques et sociales par lesquelles une société, les groupes et les individus qui la composent donnent sens au monde qui les entoure et se donnent les moyens d'agir sur lui ou d'interagir avec lui. Ces procédures concernent aussi bien le monde visible que le monde invisible, le monde matériel que le monde immatériel, le monde naturel et humain, le monde du vivant et de l'inerte. Par rapport à l'anthropologie des savoirs ou de toute autre discipline travaillant cette question, la spécificité des sciences de l'information et de la communication résiderait dans l'étude des configurations du sens, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments matériels, sociaux, techniques qui orientent l'interprétation du monde. On sait par exemple que la lecture d'un même auteur dans deux typographies différentes ne sera pas reçue, élaborée, digérée de la même manière par le même lecteur. Avec cette approche, il s'agit donc de se demander, je cite les auteurs du numéro, comment dans un contexte social déterminé se construisent et se transmettent les savoirs, comment ils sont appropriés par des individus sinon génétiquement, du moins socialement déterminés, comment les supports de création et de transmission des savoirs créent les caractéristiques propres de ces savoirs. Évidemment, je me rallie à cette approche qui a fait ses preuves depuis un certain temps. Je m'interroge seulement sur cette spécificité des sciences de l'information et de la communication qui semble ignorer des travaux importants menés depuis 20, 30, 40 ans, que ce soit en cognition distribuée, en action située, en théorie de l'activité, en interaction homme-machine, en psychologie écologique ou en analyse du discours. Et c'est la raison pour laquelle j'organise cette journée d'études qui pourrait prendre la forme d'un séminaire pluridisciplinaire pour inviter des gens précisément à dialoguer avec notre discipline sur la question des savoirs. Alors c'est pas étonnant si l'analyse du discours, la cognition distribuée, la théorie de l'activité s'intéresse également à la question du sens et de l'interprétation, qui serait la marque des SIC, puisque comme les sciences de l'information et de la communication, qui s'interrogent sur les supports, les formes, les objets, les acteurs, les cadres sociaux qui régulent les interprétations, ces disciplines, malgré des lignages qui peuvent être différents, se réclament plus ou moins toutes de la notion d'environnement, qui est fortement liée à l'expérience vécue, au sens et à l'interprétation qu'un être porte dans, sur et avec le monde. Je reviendrai sur ces questions. J'en viens maintenant à l'expression environnement numérique. Elle est assez vague, je le conçois, et je n'ai pas proposé de définition dans l'argumentaire, mais nous voyons tous à peu près ce qu'elle désigne. Et c'est précisément cette à peu près qui m'intéresse et qui me fascine dans une certaine mesure parce qu'il nous réunit aujourd'hui. Il a quand même eu la force
de faire venir, même s'ils sont peu nombreux pour des raisons multiples et variées, peu nombreux. C'est sur cet à peu près que se construisent aujourd'hui des courants dits transdisciplinaires, comme les Digital Humanities ou les humanités numériques, qui commencent à s'institutionnaliser. Les anthropologues des savoirs identifieraient là une troisième phase dans la construction de ce champ, après les phases d'intellectualisation et de duplication des savoirs. Si nous ne savons pas précisément de quoi il s'agit, je parle bien des Digital Humanities, parce que nous sommes encore dans une phase de stabilisation, que contribuent à faire émerger et à naturaliser les appels à communication, les fiches de poste, les contrats postdoctoraux, nous voyons à peu près tous de quoi il s'agit. Une fois que le courant sera stabilisé et qu'il finira par s'institutionnaliser dans des laboratoires, dans des cursus, c'est déjà le cas, dans des définitions consensuelles, nous en oublierons jusqu'aux troubles ou doutes que nous avions en l'évoquant. Les courants, il me semble, sont des systèmes auto-organisés et qui ont la capacité à s'appuyer sur l'à peu près pour émerger, en donnant le sentiment, donc nous, aux acteurs qui y participent, qui sont déficients et qui n'en maîtrisent pas les définitions, les protocoles, les pratiques, alors même que leur doute est la condition de la formation de ce courant. C'est précisément parce que nous ne savons pas vraiment de quoi il s'agit, tout en supposant que d'autres le savent, que nous participons à des séminaires, à des colloques, à des journées d'études, desquelles émergent des définitions, des labels, et finalement une vision commune. On en parlait ce matin avec Yosra, sur le trajet qui nous menait à la MSH. Cet à peu près nous réunit aujourd'hui, et je m'en réjouis. J'ai bien conscience que vous ne recourrez pas tous au terme d'environnement, qui a fini par s'imposer largement, mais vous voyez tous à peu près de quoi il s'agit. Pour commencer, je dirais donc qu'un environnement, numérique dans notre cas, est d'abord ce dont nous parlons lorsque nous en parlons, quitte ensuite à en préciser les contours. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas tenu à proposer d'emblée une définition, même si l'argumentaire, qui était très modeste, je le conçois également, proposait quelques indices. Un environnement numérique, c'est ensuite ce dont nous ne parlons pas, en recourant au même signifiant, tout en tournant autour du même signifié. Il y a par exemple beaucoup plus de liens entre la notion de cadre socio-technique des sciences de l'information et de la communication et la notion d'environnement techno-discursif de l'analyse du discours qu'entre la notion d'environnement numérique de l'humanisme de Milad Douei et les environnements numériques d'apprentissage des sciences de l'éducation de l'informatique. C'est presque le même signifiant dans le dernier cas, environnement numérique d'apprentissage et environnement numérique. C'est à peu près le même mot, mais le signifié, le sens est très différent. À ce sujet, Wittgenstein parlerait d'aire de famille. Par ce concept, il propose d'analyser le sens d'un ensemble de termes avant de déclarer qu'ils appartiennent à la même réalité. Par exemple, qu'est-ce qui nous permet de rassembler sous le même mot, sous le mot jeu, des réalités aussi différentes que le jeu de loi ou le jeu de dames? C'est la question que pose Wittgenstein. La démarche de Wittgenstein va à l'encontre des thèses structuralistes. Il ne s'agit plus de repérer des invariants, des structures communes dans cet ensemble de termes. Il s'agit plutôt, avec cette philosophie du langage, de rechercher des parentés et des ressemblances plus ou moins communes. Comme dans toute famille, puisque Wittgenstein perd d'aire de famille, donc je file la métaphore, on peut supposer des liens de fraternité et de cousinage. Chaque degré devrait aussi permettre d'observer des types d'interactions, affection, proximité, alliance, lutte, éloignement. C'est bien à une archéologie des savoirs à une épistémologie historique que nous invite l'ensemble des notions qui seront très probablement convoquées aujourd'hui, à savoir environnement, cadre socio-technique, écologie discursive, etc. etc. Je donnerai quelques éléments de cette archéologie ou de cette épistémologie historique en m'appuyant sur d'autres notions. On ne comprend d'abord rien à la constitution des savoirs, des courants, des notions ou des disciplines si on ne les pense pas en termes de champ discursif. Cette notion en analyse du discours désigne des espaces où un ensemble de positions et de positionnements sont en relation de concurrence selon la définition qu'en donne Mangno. C'est Mangno ou Mangeno? C'est Mangno? Mangno, voilà. Ces positionnements peuvent basculer à un moment pour prendre une nouvelle configuration. Ils sont l'occasion d'observer des centralités et des périphéries.
des dominés et des dominants. Par exemple, lorsque Marianne Pavot, professeure à Paris 13, propose la notion de linguistique symétrique en retravaillant l'anthropologie symétrique de Bruno Latour, elle s'oppose à la manière dont la linguistique saussurienne, encore dominante, conçoit les énoncés, indépendamment de leur environnement, de leur contexte, de leur cadre social, technique, matériel. Elle propose donc le basculement d'un paradigme à l'autre, en travaillant à la requalification des concepts de sa discipline grâce à d'autres disciplines, comme l'anthropologie de Latour, dont elle perçoit les potentielles compatibilités. On peut parier, c'est en tout cas mon pari et mon vœu, hein, que cette linguistique symétrique devienne à son tour un paradigme, à partir duquel se construiront de nouvelles périphéries ou de nouvelles dissidences. L'hégémonie actuelle du terme environnement dans de nombreux courants ou disciplines s'explique par des raisons qui me semblent similaires. On l'a peut-être oublié, mais le terme environnement était en concurrence avec la notion de milieu, qui traduisait une conception darwiniste de la société. Avec les notions d'environnement, d'écosystème ou d'anthroposystème, les scientifiques exprimèrent leur refus de cette vision déterministe de la société, qu'on ne retrouve cependant pas chez le roi Gourand, qui a plutôt choisi de parler de milieu. Cette vision n'a cependant pas été accueillie avec un égal enthousiasme, notamment par Durkheim. Il a fallu attendre que le terme environnement soit réellement conceptualisé à une époque où il apparaissait comme un synonyme de milieu, débarrassé de ses connotations déterministes. Grâce à la cybernétique et à sa notion de systémisme, les tenants de l'environnement vont gagner en légitimité en s'appuyant sur elle. Dans cette perspective, un système ou un environnement, depuis les années 60-70, en tout cas pour l'environnement, est un ensemble d'éléments en relation mutuelle. Il est à la fois clos sur lui-même et ouvert sur un monde extérieur qui le travaille et qu'il travaille, qui l'influence et qui l'influence. On comprend mieux pourquoi des disciplines aussi différentes que l'anthropologie, l'analyse du discours, ou les sciences de l'information et de la communication ont pu s'approprier ce terme d'environnement en le réélaborant, selon leurs inclinaisons théoriques et leur lignage. On parle plutôt de cadre, de composite ou de dispositif en sciences de l'information et de la communication. Certains parlent également de plateforme, dans le cas des platform studies qui se développent dans le monde anglo-saxon, qui désignent encore quelque chose de plus ou moins différent, mais qui à peu près rejoint la notion d'environnement. C'est que la question environnementale est ouverte sur leurs préoccupations et leurs épistémologies. C'est la raison pour laquelle ces disciplines récupèrent le terme d'environnement. L'anthropologue Tim Ingold définit l'environnement, alors qu'il est anthropologue, comme, je cite, « le monde tel qu'il existe et acquiert une signification par rapport à moi. En ce sens, il naît et poursuit son développement avec moi et autour de moi. Ensuite, dit Tim Ingold, l'environnement n'est jamais achevé. Si les environnements sont façonnés à travers les activités des êtres vivants, ils ne cessent de se construire tant que la vie suit son cours. » Ingold refuse ainsi la conception traditionnelle de l'environnement, qu'on retrouve d'ailleurs parfois, en préparant la conférence, j'ai été frappé de voir qu'en 2017 encore, on retrouve dans certains travaux, dans certains articles, une conception classique de l'environnement que définit ainsi Tim Ingold. Nous avons tendance à envisager l'environnement comme un vaste container rempli d'objets, vivants et non vivants, mobiles et immobiles, comme s'il s'agissait d'une pièce ou d'une scène encombrée de meubles ou de décors. La citation est tirée de Marcher avec les dragons. Pour Ingold et la psychologie écologique sur laquelle il s'appuie, tout organisme, et qu'il retravaille, tout organisme adapte le monde à ses prérogatives en découvrant des fonctions aux objets qu'il rencontre et en les intégrant à un système qui lui est propre. Par exemple, c'est souvent l'exemple qu'on donne, c'est un peu la tarte à la crème quand on veut expliquer en quoi consiste la psychologie écologique. Un même arbre peut servir différemment à l'action d'une chenille et d'un homme. Dans le premier cas, la chenille s'en servira pour s'abriter. Dans le second cas, l'homme s'en servira, entre autres, pour se réchauffer. L'environnement n'existe donc qu'à partir des fonctions que des organismes attribuent à d'autres organismes. Avec cette thèse, et c'est son intérêt, nous ne sombrons cependant pas dans un constructivisme radical. Les organismes, comme les arbres,
existent bien indépendamment de la manière dont la chenille ou l'homme les utilise ou les conçoivent, mais leur capacité à découvrir des fonctions attachées à un arbre dépend de leur propre monde. Chaque organisme est donc un potentiel ou un horizon d'action pour un autre. Chaque organisme est donc potentiellement une valeur d'usage, un indice, une information ou une affordance pour un autre, qui permet aux uns et aux autres de vivre dans des provinces de signification du même monde. Ivan Illich résume bien cette position dans La perte des sens, accompagnant l'émergence d'une éthique environnementale. Je le cite, la citation est superbe, alors je ne résiste pas à la mentionner. Illich donc dans La perte des sens, dans les communaux peut se dresser un chêne. Son ombre en été accueille le berger et son troupeau. Ses glands nourrissent les porcs des paysans du lieu. Ses branches servent de combustible pour les veuves du village. Au printemps, on en coupe quelques rameaux pour orner l'église. Et au crépuscule du soir, il peut abriter l'assemblée des villageois. Dans les études numériques, cette thèse conduit à un certain nombre de conséquences. Si l'on considère que tout organisme est en interrelation avec un autre, on ne peut plus se contenter d'analyser un tweet, par exemple, ou un statut Facebook, je reprends la thèse de l'analyse du discours de Marianne Pavot, indépendamment de ses commentaires ou du cadre graphique, énonciatif, technique, matériel, dans lequel il prend forme. Alors c'est une thèse qui semble acquise, hein, je le rappelle peut-être pour ceux qui sont ici, mais tout le monde, et notamment en linguistique saussurienne, ne se rallie pas à ce type d'analyse, encore aujourd'hui. C'est donc la position de l'analyse du discours numérique qui a dû s'arracher à une conception logocentrée des énoncés. Dans cette perspective, l'environnement numérique désigne un espace d'interrelation et d'interdépendance entre des phénomènes ou des êtres différents dont l'écran et le dispositif informatique n'est qu'en partie le lieu de rencontre et d'élaboration. De la même façon, si l'on considère que les organismes attribuent des fonctions différentes à d'autres organismes selon leur propre monde, on sera amené à étudier différemment les interactions homme-machine. Par exemple, les concepteurs d'une interface l'ont peut-être pensé pour être utilisés d'une certaine façon, mais, je cite Yannick Prié, l'utilisateur peut trouver signifiante n'importe quel élément de l'interface. Dans ces conditions, on ne peut plus faire l'impasse sur une analyse anthroposémiotique, sensible aux normes, aux règles, aux habitudes, aux mémoires, aux institutions, qui travaillent les modalités de reconnaissance, de création et de transformation des formes à l'écran. Enfin, penser en termes d'environnement implique de penser le rapport à l'habitat. Soit la manière dont les êtres occupent les espaces, avec leurs affects, leurs valeurs, leurs trajectoires, personnelles ou collectives, les manières dont ils rentrent en contact et croissent les uns dans les autres. Dans cette perspective sans doute provocante, une machine informatique, une interface, un algorithme, un code informatique, pourrait être pensé comme des individus, des êtres ou des soi, pour reprendre la terminologie de l'anthropologie de la nature, qui pense la forêt comme un soi, avec lesquels nous rentrons quotidiennement en contact au point de nous traverser mutuellement sans toujours le savoir. Une anthropologie des savoirs devrait contribuer à cette traversée des frontières. Elle commence dès maintenant par la traversée des disciplines, des objets, des terrains, avec des chercheurs, chercheuses, qui travaillent eux aussi la question des savoirs, entendue dans un sens large. Je leur laisse dès maintenant la parole, dans un cadre que j'ai voulu et que je veux bienveillant. Nous essayerons ainsi, comme nous y invite Goffman, d'affaisser notre niveau d'incompréhension et d'augmenter un peu notre niveau de compréhension, malgré nos prismes méthodologiques, épistémologiques ou nos inclinaisons théoriques différentes. Cette étincelle, écrit quelque part Goffman, et non l'amour sous ses formes les plus visibles, est ce qui illumine le monde. Merci de votre attention.